Et aujourd'hui, les écoles traditionnelles, il faut qu'ils se réveillent. Et les MMA, c'est quelque chose qui met les pendules à l'heure. Les autres sont pragmatiques. Les autres, ils ont démasqué beaucoup des charlatans. Beaucoup de charlatans sur YouTube qu'on voyait qui faisaient des techniques à distance. Des gars MMA, ils ne croient pas à ça, ils sont allés là-bas, ils leur ont donné une raclée. Mais c'est bien ça. Mais ce n'est pas à MMA de venir régler les problèmes chez nous. C'est les écoles traditionnelles qui doivent régler ces problèmes-là. Okay? Parce que c'est un problème à l'intérieur. Donc il faut qu'on se réveille, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Une vérité qui fait mal, mais c'est une vérité. On ne peut pas cacher les soleils avec son doigt. Voilà. Du pourquoi je fais le voyage au Vietnam. Mais principalement, c'était l'histoire du maître, que j'appelle ça le maître électricien, qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire et qui affectent toute la communauté des arts martiaux. Et c'était pour démasquer une personne qui tâche vraiment cette belle science. L'autre raison, c'était pour pouvoir exercer cette belle tradition des échanges techniques, qu'on appelle ça les défis, les challenges. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mal compris, mais ça fait partie intégrale de la tradition des arts martiaux. Les challenges, c'est une manière de pouvoir vérifier où tu es rendu dans ton cheminement. Okay? C'est aussi simple que ça. Et à l'époque, c'était très commun des maîtres ou des instructeurs ou des pratiquants qui voulaient se mesurer avec d'autres écoles pour vérifier si leur technique était adéquate ou pas, où ils étaient rendus, et peu importe les résultats. Okay? C'était quelque chose de monnaie courante avant. C'est une des raisons pourquoi je suis allé au Vietnam, puis je vais faire un défi avec un maître de karaté 5e dan, Duan Chao. Okay? Et on va faire selon la tradition. On va se rencontrer avant. On va serrer les liens d'amitié qui sont déjà présents parce qu'on s'échange beaucoup messages personnels par Facebook. J'apprends beaucoup à les respecter, j'apprends beaucoup à me connaître et à me respecter. On va se rencontrer, on va avoir un bon entretien et le lendemain, on va faire un combat où même si nous sommes des amis, on sait, bien on connaît très bien les dictons qu'on dit, les coups de poing et les coups de pied ne reconnaissent pas la famille. Après ça,
peu importe l'issue du combat, on va rester des bons amis pour ramener cette belle tradition. Et c'est ça qui va donner la valeur. Parce que dans les écoles traditionnelles, on ne se bat pas pour l'argent, on n'est pas des mercenaires. C'est ça la différence. Nous, on se bat pour les causes nobles. Okay? Connaître soi-même, connaître l'autre adversaire, serrer les liens, où je suis rendu, j'ai appris tel truc, je ne savais pas que j'avais peur. Là, je me rends compte que j'ai eu peur. Comme quand j'ai perdu mon premier combat, j'ai perdu, moi-même, j'ai perdu mon combat avant de perdre mon adversaire parce que j'étais pris par les émotions. Okay? Donc, c'est une expérience qui m'a permis de comprendre. Okay? Mais ce n'est pas la motivation monétaire qui est derrière. C'est ça la grande différence. Dans la pratique des combats, dans les écoles traditionnelles, il y a 3 étapes. La première étape, ce sont des combats amicaux entre confrères dans la même école. On pratique ensemble, on a une certaine retenue parce qu'on est frères. Okay? Donc, il peut y avoir des accidents, mais pas trop, parce que ça fait quelques années qu'on pratique ensemble, on a une confiance, et on peut exécuter les techniques, mais avec une certaine retenue. Donc, c'est un environnement qui est protégé. Tandis que le deuxième niveau, c'est on sort de la maison et on va dans un ring. Et dans un ring, là, c'est un peu moins encadré, mais ça reste encore un peu encadré. Ça veut dire qu'il y a des règlements. Il y a des protections, des fois qui met des casques ou des pales ou des coquilles ou des mouthpieces. Et on n'a pas le droit de donner coup de coude. Ça dépend quel genre de ring ou quel genre de compétition, mais c'est semi-encadré. Okay? Et le troisième niveau, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de conditions. Tu fais qu'est-ce que tu as appris et je fais qu'est-ce que j'ai appris. Et à partir de là, vraiment, tu mesures vraiment où tu es rendu techniquement, mentalement, émotionnellement. Parce que là, tu fais face à toi, face à l'inconnu. Tu ne connais rien du tout de ton adversaire. Lui, il ne connaît rien de toi. Okay? Et c'est là que tu peux apprendre sur toi-même. Ça n'a pas de prix, cette expérience. Donc, à l'époque, c'était favorisé. Et c'était même quelque chose d'honorable. Okay? C'était quelque chose de monnaie courante. Malheureusement, c'est en voie de distinction, ça. C'est juste les MMA qui le pratiquent. MMA, je lève chapeau parce qu'ils autres, ils font, c'est courant. On fait des combats, je gagne, je perds, on continue le lendemain, on fait notre combat. Dans les écoles traditionnelles, ils font beaucoup moins. Parce qu'ils ont perdu la pratique de combat. Que les arts martiaux traditionnels vont travailler les 3 corps, comme je parlais une autre fois, les corps physiques, énergétiques et mental. Mais on va travailler plutôt sur l'aspect mental. Quand on pratique les arts martiaux, on vous enseigne des formes, des katas. Puis constamment, on est en train d'exécuter les formes et notre mental est constamment en train de réfléchir quel mouvement vient après quel mouvement.
Donc la conscience, elle est constamment présente avec la subconscience qui est la mémoire. Et ces deux-là, ils sont connectés. Et cet exercice fait que notre mental, il est proactif. Et constamment, on est en train de réfléchir les mouvements qui viennent après. Et ça aiguise notre mémoire, notre conscience, donc notre concentration. Et là, il y a tous les bénéfices aussi d'apprendre les armes. Parce que même aujourd'hui, on dit pourquoi on apprend les armes? Quelle est l'utilité aujourd'hui de pratiquer les armes s'ils ne sont plus demandés? Mais la première réponse, c'est l'aspect culturel traditionnel. Mais l'autre, c'est pour pouvoir travailler la concentration, mais maintenant avec un objet. Et à partir de là, je dois travailler en conséquence de cet objet-là. Donc la mémoire et la concentration et l'analyse sont tous conjugués, mais ça augmente encore la capacité cérébrale ou la capacité mentale du pratiquant. Ici, on parle de combat, mais les combats, la pratique de combat, c'est la mémoire vive et c'est l'action-réaction. On aiguise notre intelligence. On doit résoudre des problèmes qui se présentent sur l'instant même. Contrairement à quand on joue aux échecs. On joue aux échecs, on peut arrêter, on peut réfléchir, quel mouvement je vais faire, okay, tout dépendant de l'adversaire. Mais quand on fait les combats, on ne peut pas réfléchir, il faut agir. Et là, on doit exécuter tout de suite. On doit réagir tout de suite face à une difficulté qui se présente devant nous. Et là, nous devons exécuter la technique adéquate pour pouvoir soit dévier ou contre-attaquer ou reculer. Et la pratique de combat, ça a un effet très positif, même au niveau de la concentration, de l'adaptation. On devient plus alerte, on devient plus vivant. On a le cours qu'on appelle Karaté Élite. C'est tous des jeunes. Ben, tu étais venu à un de ces jours-là. Puis on les entraîne un peu plus orientés vers compétition. Puis à cet âge-là, s'ils ont besoin de, avec la testostérone qui se développe, ils ont besoin de confrontation, puis de compétition, puis que ça les stimule entre eux autres, comme ils se poussent, puis on les amène en compétition là, en fin de semaine, fait qu'on va voir ce que ça donne, mais c'est karaté sportif. Nous autres, on a été karaté traditionnel pendant plusieurs années. Là, on fait comme un retour, on les ramène là. Mais tu sais, avec les Jeux olympiques, là, je pense qu'éventuellement, tout le monde va falloir s'ils veulent être reconnus par le gouvernement. C'est pas tout à fait le même angle. Chez les enfants, je tiens à maintenir une motivation accrue. Alors, je mets davantage l'accent sur les combats, l'enseignement de stratégie, travailler les déplacements pour maintenir une bonne motivation. Mais encore une fois, sans mettre complètement de côté l'aspect traditionnel. Mais sans m'éloigner de l'aspect traditionnel, je le garde un petit peu en marge chez les enfants. Pour maintenir leur motivation. Chez les adultes, je vais habituellement mettre davantage l'accent sur le côté un peu plus traditionnel, travailler davantage les formes, ce qu'on appelle habituellement dans certains domaines des arts martiaux des katas. En taekwondo, on appelle ça des formes, qui sont des espèces de combats imaginaires pour pratiquer certaines techniques, certains enchaînements. Ça, c'est l'aspect plus traditionnel du taekwondo. L'emphase sur les valeurs du code moral du judo, que je l'ai vu filmer tantôt, là, politesse, courage, puis je mets des exemples. Par exemple, un judoka est courageux. Comment ça s'applique au combat? Là, je l'explique, je le démontre, on ne se sauve pas, on affronte, mais il est courageux aussi dans la vie, un judoka. Un judoka, c'est une bonne personne. Les valeurs du judo, c'est pas juste dans le dojo. Fait que tu es honnête avec ton prof. Ton prof te demande, as-tu fait ton devoir? Tu mens pas. Si tu ne l'as pas fait, tu dis non. Je m'excuse de ne l'avoir pas fait parce que le judoka est poli et tu es courageux en acceptant les conséquences de ne pas avoir fait ton devoir.
On va t'en donner un autre devoir. Des fois, les profs sont bien contents des amis honnêtes. Fait qu'on travaille l'honnêteté, on travaille la discipline, le contrôle de soi. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, élevés par la télévision puis les jeux vidéo, sont incapables de se contrôler. Ça saute partout, ça graffigne à terre pendant que le monde parle. Ils savent pas qu'ils sont tannants. Moi, je pense que c'est un peu ma mission comme individu, mais à travers le dojo, d'inculquer de la discipline chez les enfants qui en manquent grandement et cruellement. Autre aspect que j'aime chez les enfants, dans la cour d'école. La vérité, il y a une vérité qui fait mal, mais il faut qu'on fasse une introspection des écoles traditionnelles. Beaucoup sont tombés dans les sports. Okay? Et quand on tombe dans les sports et on pratique moins les combats et on pratique les techniques préconçues, mais on perd vraiment cette réflexe de la réalité. Les techniques préconçues, c'est une technique qui est très facile à faire. On paraît bien, okay? On contrôle la situation, on dit à l'étudiant, OK, donne-moi tel coup, on bloque, devant tout le monde, ça paraît bien, ça paraît efficace, mais c'est loin de la réalité. Une technique préconçue et la réalité, deux choses différentes. Et beaucoup des écoles y ont tombé dans les techniques préconçues, puis ont laissé de côté la pratique du combat. Et quand on laisse la pratique du combat de côté, mais c'est mathématique. On n'est plus à l'aise à faire des combats. Alors, on est mieux de refuser cette tradition de défis et d'échanges de techniques et on va démoniser ça. Ah non, c'est violent, ça c'est violent. Mais non, c'est pas violent du tout. Regardez dans les films de Kung Fu. Il y a des films de Jet Li dans Maître d'armes. Il va rencontrer un maître de karaté, puis ils vont prendre un thé, puis les deux discutent avant les combats. Ils discutent, puis ils parlent, ils changent, OK? Il y a d'autres films aussi de l'ancien temps qui vont s'asseoir, ils mangent. Ben, Yip Man aussi, avant les combats, mais ils vont manger, ils fument une cigarette, ils s'échangent, ils font un échange de techniques. Après ça, ils restent des bons amis. Mais c'était comme ça à l'époque. J'ai plus tendance à mettre l'emphase sur le fait qu'il y ait du fun quand ils sont ici, que à essayer de leur mettre dans la tête qu'il faut qu'ils soient respectueux. On en parle, c'est sûr, mais s'ils sont ici puis ils aiment ça, puis chacun a des besoins différents, fait qu'il faut essayer d'aller les chercher individuellement pour qu'ils aiment ça, être là. Ouais. Mais ils vont rester, puis ils ne seront pas dans la rue, ils vont être ici, puis ils vont développer des bonnes habitudes physiques, mentales, mais ça fait partie de la tradition, fait que j'y crois encore que c'est important, puis ça, puis on fait un ordre, mais... En jiu-jitsu, tout le monde est sur le tapis, là. Je descends les marches, je parle avec eux autres, puis là, on est prêt à commencer. Je dis OK, 2 longueurs de shrimp, puis là tout le monde se place, puis on shrimp. Ça commence de même. Verbal tap. Good job. On va faire round number 2. On va encore, Fred. Et ça fait 2 jours que j'ai récupéré. Vendredi, 6h30, guys, on roule. Lame de riz. Be there. Good job.
Vous voyez? Il n'y a aucun enseignant sans méthode. Sinon, c'est des connaissances empiriques pour ramasser à droite, à gauche, comme ça. Mais quand c'est une formation, il y a des méthodes. Les méthodes devaient être derrière les étiquettes, derrière les protocoles, derrière les principes, les formalités. Il faut avoir un directeur, avoir un chef, directeur, avoir un président. C'est la hiérarchie qui est nécessaire, indispensable à une discipline pour pouvoir vraiment se bien opérer. Pour une meilleure opération, il faut que vous installez une bonne discipline. Indubitablement. Et à un moment donné, certains adeptes du taekwondo de cette période se sont un peu détachés de ce mouvement-là. Bien sûr, il y a eu, comme dans plusieurs domaines, des chicanes qui relèvent plus du domaine politique. C'est la raison pour laquelle on retrouve aujourd'hui deux grandes fédérations. Moi, ma formation initiale, c'est avec la Fédération internationale de taekwondo. C'est la fédération que le général Choi Hong-hee a d'abord fondée en 1955, puis qu'il a nommé officiellement la Fédération internationale de taekwondo en 1966. Et certains adeptes, maîtres du taekwondo de cette époque, ont formé une deuxième fédération qu'on appelle la Fédération mondiale du taekwondo. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve deux grandes fédérations, la Fédération internationale, la Fédération mondiale. La Fédération mondiale, c'est par l'intermédiaire de cette fédération qu'on a retrouvé le taekwondo aux Jeux olympiques à partir de 2000. À partir de 2000, ça a commencé d'abord comme discipline sportive aux Jeux olympiques de Séoul, en sport de démonstration, mais le taekwondo fait maintenant partie des Jeux olympiques comme discipline sportive depuis 2000. Alors, il y a toujours ces deux grandes fédérations, mais à la base, ça garde quand même les mêmes origines. Et dès très jeunes, nous sommes éduqués à remplir ces trois obligations envers soi-même, envers la famille, envers la société. Donc, toutes les écoles de Kung Fu, dans l'ancien temps, nous avons un devoir d'aider, de corriger l'évolution de la société, impliquée dans la société. Mais, en ce temps moderne, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas. Parce que c'est l'État qui s'occupe de ça et l'État qui garde tout le pouvoir. Ainsi, tous les maîtres de Kung Fu, on est bien supervisés. Alors, il y a toujours ces deux fédérations. Le taekwondo, dans les dernières années, s'est démocratisé beaucoup. Je reviens à l'aspect politique parce qu'on ne peut pas s'empêcher chez ces hauts dirigeants qui guident un peu le taekwondo partout à travers le monde. Il y a toujours quand même ces espèces de mésententes, si je puis dire. Et comme une compagnie, une grosse compagnie doit avoir les chefs bureaux, les bureaux chefs, après ça c'est le directeur général et puis le président. C'est nécessaire, indispensable à une bonne opération. Même sur le territoire québécois, en ce moment, il y a beaucoup de pression, comme quoi que n'importe quelle compétition d'arts martiaux, il faut que ça soit sanctionné puis reconnu par une association qui est reconnue par les Jeux olympiques, la CIO. Fait que le jiu-jitsu, c'est pas une discipline olympique. Shot, t'as pas le droit de... Si tu organises une compétition, il faut que ça soit sanctionné par cette fédération sportive-là.
Donc, il faut que tu utilises les règlements de compétition de cette association-là. Fait que tu peux pas faire une compétition de karaté traditionnelle